Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Pour poser le champ un petit peu du vieillissement, au niveau pour avoir une vision un peu globale, mondiale de ça, donc, comme tu le sais peut-être déjà, du coup, tous les ans, c'est classique, on nous dit qu'on gagne 3 mois d'espérance de vie. C'est un grand classique qu'on entend depuis maintenant plusieurs années, pour pas dire plusieurs décennies, mais c'est cette courbe qu'on peut retrouver. Il y avait une étude il y a 11 ans dans le Lancet, du coup, sur l'évolution de l'espérance de vie de 1840 à 2007. Ça fait un peu comme les courbes de l'informatique là, de comment il s'appelle, de la loi de Moore. Ça fait une belle droite et tout. On se dit, voilà, ça va toujours continuer comme ça. Si on continue comme ça, dans 40 ans, on aura gagné 10 ans d'espérance de vie, etc. Et en fait, de compte, la vérité, enfin, pas la vérité, les faits sont plus nuancés que ça. C'est-à-dire que du coup, on voit du coup que cette courbe d'espérance de vie, d'une part, on sait qu'il y a une limite, entre guillemets, actuelle, c'est-à-dire qu'il y a un peu la limite Jeanne Calment, à 122 ans. On voit bien qu'il n'y a pas d'humain qui arrive à dépasser cette limite, probablement pour des raisons biologiques. Et par contre, moi, là, c'est en tant que médecin que je vais parler juste d'une phrase, c'est qu'on voit aussi que depuis, je crois que c'est l'année dernière, l'année d'avant, la courbe est stagne, voire s'inverse aux États-Unis. Oui. Alors, ça, pour moi, ça m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, si je simplifie cette histoire-là, c'est que du coup, la génération qui vient aux États-Unis va vivre moins bien et moins vieux que la génération d'avant. Ce qui fait ça fait un peu mal, quoi, entre guillemets, c'est qu'on se dit, on a de plus en plus d'outils, on est de plus en plus équipés, entre guillemets, pour diagnostiquer, prévenir, dépister, traiter, mais la courbe est en train de s'inverser, probablement pour des raisons de mode de vie, hein, évidemment, c'est-à-dire tabac, obésité, ces choses-là, Oui, le diabète qui en découle, etc. Donc, on est d'accord que le mode de vie a probablement un rôle prépondérant là-dedans, mais c'est quand même embêtant de dire que probablement que si c'est une tendance qui se confirme, probablement c'est une tendance qui se mondialisera. Parce qu'on voit bien qu'on suit un petit peu les États-Unis sur les courbes d'obésité ou des choses comme ça. Donc c'est quand même un peu inquiétant, entre guillemets, sur les perspectives au niveau du vieillissement. Là, pour l'instant, on est plutôt sur une phase de stagnation. On n'est pas en tout cas sur une phase exponentielle ou même une phase de courbe droite. On est vraiment plutôt sur une stagnation, voire un léger recul. Et l'OMS, du coup, qui avait fait une étude il n'y a pas si longtemps que ça doit être il y a 5 ans, sur le vieillissement au niveau mondial, nous avait donné des informations qui étaient très songeurs. C'est-à-dire que entre 2015 et 2050, les plus de 60 ans allaient passer de 12 à 22% de la population mondiale, donc ils doublent. Ouais. D'ici à 2020, donc cette année, les plus de 60 ans dépassent les moins de 5 ans. Et en 2050, 80% des personnes âgées vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc c'est pas qu'un problème de pays riches, les vieux, enfin les vieux et les pathologies du vieillissement, je veux dire, hein, parce qu'on est tous vieux, comme tu l'as compris, mais les pathologies du vieillissement surtout, ça va être un problème vraiment mondial. C'est-à-dire qu'aussi bien pour la Chine, le Bangladesh, les pays d'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, Europe, tout le monde va avoir à faire face à un gériatrique boom, du coup, qui probablement, nous, on va probablement prendre un peu plus tôt en Europe, pour des raisons économiques et sociales, et puis le vieillissement, on a un petit peu d'avance sur d'autres continents. Mais entre 2030 et 2060, l'Europe sait que s'il n'y a pas d'évolution technologique majeure, on va se prendre un gériatrique boom, on aura à le gérer, et du coup, je suis pas sûr que les économies de santé européennes soient prêtes. Du coup, parce que on pourra en reparler si tu le souhaites. Du coup, au niveau du vieillissement, là, c'est vraiment la partie médicale. Il y a les pathologies qui sont liées, évidemment, qui augmentent de façon très importante après 40 et surtout après 60 ans. Donc tout ce qui va être athérome, tension, diabète, maladies neurodégénératives, cancer, arthrose, ostéoporose, etc. Et donc ces pathologies-là, elles ont des coûts de santé, évidemment.
Et Mhm. donc, quand on atteint un certain âge, du coup, on peut avoir plusieurs maladies chroniques qui s'accumulent chez la même personne. C'est-à-dire que la personne a le droit malheureusement, d'avoir un diabète et puis un cancer, ou une bronchite chronique obstructive parce qu'elle a été fumeuse, et je sais pas, une maladie Parkinson. Et donc, toutes ces choses-là mises bout à bout, c'est des coûts de santé qui sont très importants. Pour donner un ordre d'idée, hein, une personne qui n'a pas de problème de santé, par rapport à une qui aura 2 ou 3 ALD, on va multiplier par 5 ou 6 les coûts de santé annuels. Ouais, d'accord. Ouais, c'est Donc, on énorme. imagine bien que si les personnes âgées, et donc avec plusieurs maladies, augmentent drastiquement, donc double entre 2015 et 2050, dans le monde, on se doute que du coup, les coûts de santé pour cette population-là, vont aussi se multiplier par autant que ce qu'on vient de s'échanger. Mhm. Donc, c'est dans cette tranche de population, évidemment, pas sur toute la Bien population. sûr. Mhm. Mais c'est du coup, c'est un choc au niveau socio-économique pour les systèmes de santé partout vraiment dans le monde. C'est pas spécifique à l'Europe, encore une fois. Ce sera vraiment partout qu'on aura à gérer les complications, entre guillemets, liées au vieillissement. Et après, du coup, juste pour en finir sur cette partie un petit peu des conséquences sociales au vu du vieillissement qui est attendu au niveau des personnes à partir d'un certain âge. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on considère qu'on est entre guillemets vieux, même si j'aime pas cette définition-là, après 75 ans, parce que c'est pas un âge fixe, comme tu as compris, c'est plutôt un âge physiologique. Ouais. Et donc, c'est sur 100 personnes qui vont être entre guillemets vieilles, tu auras à peu près du coup 60 qui vont être robustes, c'est-à-dire que ça va être la personne que je disais tout à l'heure qui va aller faire son tour de vélo, voir sa famille, qui aura peut-être un problème de santé, mais qui sera géré. Tu auras 20 à 30% du coup qui vont être du coup vulnérables, c'est-à-dire qui auront deux, trois maladies chroniques à gérer en même temps, qui auront plus de mal à déplacer, qui marcheront lentement. Enfin, je pense que tu vois le profil de la personne, du coup, qui marche moins vite, Oui. qui est plus fatigable, qui a perdu un peu de poids. Et par contre, tu auras 10 à 20% de personnes qui vont être carrément dépendantes, c'est-à-dire celles qui ne bougent plus du fauteuil, voire du lit, parfois qui a du Mhm. mal à communiquer, et donc qui nécessitent des soins de nursing, des soins humains Ouais. très rapprochés, très coûteux aussi. Mais donc, ça va vraiment poser problème au niveau économique et social. Du coup ce gériatric boom qui est attendu du coup d'ici 10 ans maintenant pour l'Europe. Donc ça, je sais pas si j'ai pas trop de retour du coup au niveau national. Je pense qu'il y a probablement des choses qui se discutent au niveau du ministère de la Santé en particulier. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu complexe à imaginer si on n'a pas de moyens pour améliorer, on va dire, au moins la capacité physique et psychologique des personnes vieilles. Ce serait vraiment embêtant. Du coup, au niveau santé globale, c'est-à-dire du coup, on aurait du mal à pouvoir faire face à toutes ces problématiques d'accumulation de maladies chroniques, de dépendance qui vont avec. L'ampleur du problème est réelle. Mais d'un côté, je pense qu'on peut aussi voir des opportunités, justement, de voir les nouvelles approches de médecine générative et les potentiels traitements contre le vieillissement. Il pourrait y avoir plus de financement, vu que les gouvernements auraient la capacité de voir les conséquences de ce boom Un gériatrique boom. C'est comme gériatrique, le ouais, baby boom, mais boom gériatrique, et d'essayer de le limiter, voilà, de le ralentir. Parce que c'est clairement, effectivement, si on peut avoir une population vieillissante en bonne santé, voilà, voilà, c'est vraiment pour une société, c'est vraiment positif puisque ça permet également aussi de limiter les coûts. Mais on peut aussi imaginer que des personnes âgées puis améliorer la vieilliront. qualité de vie de ces personnes-là, surtout. Voilà, Tout à fait. effectivement. Je pense que personne n'a envie de vieillir malade. Est-ce que tu es optimiste sur la possibilité de voir des traitements arriver assez rapidement dans les 10 prochaines années? Juste pour quand même, avant de répondre à ta question, juste pour Ouais, euh, voir ce problème-là, on peut le voir un petit peu, c'est comme le problème du réchauffement climatique. C'est-à-dire, oui, du c'est coup, un peu pareil, ouais. j'ai un peu peur que tant qu'on n'est pas vraiment dedans, que ça ait du mal un petit peu à réagir au niveau conscience collective. Hmm. Parce qu'on pourra en reparler après si tu veux, mais le vieillissement, c'est assez intéressant, l'approche collective qu'on a vis-à-vis du vieillissement. C'est un peu une modification de notre état de conscience collectif. C'est une forme d'hypnose en fait générale. Hein. C'est-à-dire
pas hypnose dans le sens où on dort, hein, mais dans le sens, on n'a pas un niveau de conscience euh, critique sur ça. Donc c'est une forme d'hypnose. Et donc derrière, se dire, est-ce que je sais pas comment simplifier ça, mais est-ce qu'on verra le problème avant d'être vraiment confronté à ça? Je suis pas certain. Du coup, je pense qu'on a un petit peu tendance à faire quand le problème est là, souvent. Donc, pour l'instant, ça bougera pas plus que ça, je pense. Jusqu'en 2030-2040, là qu'on verra que le problème est là, qu'il faut réagir. Après, pour ta question, est-ce qu'il y a des thérapeutiques qui qui vont arriver pour ralentir du coup le vieillissement et surtout essayer d'améliorer on va dire l'état physique et psychologique des personnes qui seraient âgées, vieilles? La réponse, elle est trop tôt pour la donner aujourd'hui, mais ce qui c'est sûr, c'est qu'on y verra un tout petit peu plus clair d'ici 2 à 5 ans, parce que du coup, il y a au moins 3 études qui sont à suivre de près. Alors, le problème des études, c'est que souvent, surtout chez l'humain, c'est long. On peut espérer qu'au moins sur des histoires de horloge de Renvel, qu'on puisse au moins avoir des résultats intermédiaires, qu'on n'ait pas besoin d'attendre entre guillemets, les 20 ou 30 ans d'évolution des patients qui sont déjà inclus pour donner des conclusions. Mais en tout cas, les études, du coup, que ce soit par exemple sur les précurseurs du NAD+, qui sont déjà en phase 1 ou en phase 2, parce qu'il y en a 2 grosses qui sont en cours, et une étude qui est sur la metformine, du coup, qui agit sur une autre voie, donc la voie MPK dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle l'étude TAME, T-A-M-E, qui est un petit tour de force de nos collègues américains, du coup, parce qu'ils ont réussi, entre guillemets, à vendre le vieillissement comme une maladie, sans le faire déclarer comme une maladie par leur entre guillemets caisse d'assurance maladie. Donc en fait, enfin leur ministère de la santé plutôt. Et donc en fait, il y a une étude qui est en cours en traitant en fait des personnes âgées non diabétiques. Non, j'insiste, qui n'ont pas de diabète, par de la metformine, qui est un traitement terriblement du diabète, comme tu le sais peut-être déjà. Et en fait, pour stimuler cette voie AMPK et voir du coup les effets au niveau du vieillissement, du coup encore une fois chez ces personnes. Donc si ces traitements-là ont un effet notable sur, on va dire, la robustesse du coup, des patients traités, ce serait un très bel espoir. Honnêtement, ce serait super. Mais encore une fois, il faut attendre les résultats parce que les souris, c'est toujours une chose. Souvent, on a des résultats parfois très intéressants chez les souris pour différentes. On a eu le cas avant pour des thérapeutiques comme les anticorps monoclonaux, les inhibiteurs de tyrosine kinase. On avait des résultats très bons chez la souris, et puis parfois, soit liés à la toxicité du médicament ou un effet un peu moins chez les humains, on était un petit peu déçus après quand on passait chez l'humain. Donc, faut rester prudent sur ces choses-là, mais faut quand même regarder de près parce que c'est quand même une approche qui est quand même qui est novatrice. Et puis du coup, au moins chez la souris en tout cas, on aura au moins des souris robustes, tu me diras. Du coup, au moins chez la souris, ça a eu des effets très intéressants et chez le nématode aussi, mais moi.